le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Quatrième sortie de la page internationale pour cette semaine. Depuis le newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas peut présenter la page internationale à Jacques Mel pour le grand journal. Journal François Rubans assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana, 102.3 FM à Jacques Mel. Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan se sont retrouvés au Kazakhstan, mais sont restés silencieux quant à l'éventualité d'une médiation turque sur l'Ukraine que le Kremlin disait attendre. Le président russe a surtout communiqué sur sa proposition à son homologue turc de créer un hub gazier en Turquie pour exporter du gaz vers l'Europe. Voici un reportage à signé France 24. Visiblement attendu par Vladimir Poutine, le président turc rejoint son homologue russe avant un entretien entre les deux dirigeants. Une poignée de main à l'image de la relation entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, entente qui s'est paradoxalement renforcée depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors que les Occidentaux peinent à négocier avec le président russe, Recep Tayyip Erdogan s'est lui imposé comme le médiateur du conflit. Avec les Nations Unies en juillet, il a notamment aidé à conclure un accord entre Moscou et Kiev pour relancer les exportations ukrainiennes de céréales. Il y a moins d'un mois, le président turc annonçait aussi que 200 prisonniers de guerre avaient été échangés entre Kiev et Moscou. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Recep Tayyip Erdogan se targue de mener une politique équilibrée. D'un côté, il offre son soutien moral et militaire à Kiev. De l'autre, il ménage la Russie. Ainsi, la Turquie ne s'est pas jointe aux sanctions occidentales contre Moscou, alors qu'elle est membre de l'OTAN. Il faut dire que le président turc fait face à une situation économique difficile, avec des élections prévues en juin. Il cherche donc à préserver les échanges commerciaux avec Moscou. Devenu incontournable sur le dossier ukrainien, Recep Tayyip Erdogan espère désormais amener les présidents russes et ukrainiens à se rencontrer pour des pourparlers de paix. Le Parlement irakien doit se réunir ce 13 octobre pour tenter d'élire un nouveau président de la République, ainsi ouvrir la voie à la formation d'un gouvernement. Depuis les législatives de 2021, les politiciens n'ont toujours pas réussi à s'entendre sur le nom de nouveau président, ni à décider un Premier ministre. Voici un reportage à signer RT. Malgré la quiétude apparente de ces images tournées dans le centre de Bagdad, l'Irak est bel et bien dans l'incapacité de profiter des revenus tirés de sa rente pétrolière. En attendant la nomination d'un nouveau gouvernement, les fonds du pays sont en effet sous scellés, bloqués dans les caisses de la Banque centrale. Pas de gouvernement, donc pas de budget établi pour 2022. Conséquence, en juin dernier, le Parlement a tenté de parer au plus pressé en votant une loi fourre-tout sur des financements d'urgence. Nous allons aborder 2023 comme si nous reproduisions l'année 2021, mais avec quelques améliorations apportées par la loi d'urgence. Ainsi, de grandes opportunités se perdent, qui incluent des opportunités d'investissement dans les importants et grands projets stratégiques prévus. L'Irak a des projets pour 2030, des projets importants et de grandes envergures qui seront tous perdus. Dans un contexte de lutte d'influence et de bras de fer entre les deux forces chiites opposant le leader nationaliste Moqtada al-Sadr à ses rivaux pro-Iran pour la nomination d'un Premier ministre, l'Irak se retrouve enfermé dans une interminable crise politique. 3 ans après le soulèvement d'octobre 2019, qui avait été durement réprimé par les forces de sécurité, le pays est toujours dans l'impasse. Pourquoi n'avons-nous pas encore de budget? Nous les jeunes avons été très affectés par l'augmentation du prix des marchandises. Le taux de change du dollar est passé de 120 à 149 dinars irakiens. Le prix des denrées alimentaires a augmenté. Et enfin, les gens ne peuvent plus faire face à la situation en raison du chômage de masse. Le pays traverse une crise politique qui affecte les gens. Ils sont tous fatigués. Il y a des milliards en Irak, il y a de l'or, mais les politiciens ne se préoccupent que de leurs poches et de leur parti. En Irak, où d'après l'ONU, un tiers de la population vit dans la pauvreté,
Les regards étaient ce jeudi après-midi braqués sur la session parlementaire et la désignation d'un nouveau président de la République. Après 3 échecs successifs depuis le début de l'année, cette 4e occasion a été la bonne. Abdel Latif Rachid a été élu avec plus de 160 voix contre 99 pour le président sortant Barham Saleh. Signe des luttes de factions qui minent le pays, des tirs de roquettes ont un peu plus tôt visé la zone verte abritant les institutions de la capitale irakienne, faisant 10 blessés, selon un responsable de sécurité. Les pays africains sont divisés sur un vote de l'ONU contre les pays, contre la Russie. 26 pays africains ont voté en faveur d'une résolution de l'ONU rejetant les référendums contre la Russie de Moscou dans 4 régions ukrainiennes. Voici un reportage à signer Africa News. L'Assemblée générale des Nations unies a condamné mercredi les annexions illégales russes de territoires ukrainiens. Cette décision intervient après que Moscou eut opposé son veto sur un texte similaire au Conseil de sécurité fin septembre. 26 pays africains ont voté en faveur de cette résolution, rejetant les référendums controversés de Moscou dans 4 régions ukrainiennes. 19 autres se sont abstenus, parmi lesquels le Mali, la République centrafricaine, l'Éthiopie, la République du Congo, l'Afrique du Sud, le Soudan, l'Ouganda et le Zimbabwe. 3 de ces pays avaient accueilli le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lors de sa tournée dans la région en juillet. Le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée équatoriale et Sao Tomé étaient eux absents de l'Assemblée qui s'est réunie en urgence lundi. La résolution a été adoptée avec 143 voix pour face à 5 pays contre. Pénurie de carburant en France, 2 semaines après le début du mouvement, alors que les grèves ont été reconduites ce mercredi dans la raffinerie Total et ExxonMobil, que la situation est de plus en plus tendue dans les stations-service. Voici un dossier spécial signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. 23e journée de grève consécutive dans cette raffinerie Esso près du Havre. Mais depuis ce matin, ces grévistes font face à une menace. La réquisition d'une partie du personnel, décision prise hier par la Première ministre. Les salariés seraient alors contraints de reprendre le travail, sous peine de sanctions pénales. Ça nous met en colère parce que c'est bafouer notre droit de grève. Nous, depuis le début, notre mouvement il est extrêmement pacifique. On a fait que des blocages symboliques. On n'a rien cassé. Qu'est-ce qu'on fait du coup si on n'a même plus le droit de faire grève? Qu'est-ce que c'est que cette république-là? Cette réquisition concerne uniquement des salariés du dépôt, indispensables pour remplir les camions-citernes par exemple. La raffinerie à l'arrêt depuis le début du mouvement, elle n'est donc pas concernée. À l'échelle du groupe Esso, un accord salarial avait bien été signé entre les syndicats majoritaires. Mais la CGT et FO l'ont refusé. Eux jugent la réquisition illégale. On est en attente et évidemment, nous, CGT, aussitôt qu'on aura ces réquisitions, on va déposer des référés via notre avocat. Dans ce bras de fer, le gouvernement assume sa décision. Hors de question pour le porte-parole de laisser le blocage s'installer dans le pays. L'impact de ce conflit social est devenu, nous en avons conscience, insupportable pour de trop nombreux Français. Certains sont empêchés d'aller travailler, d'emmener leurs enfants à l'école, de faire leurs courses, parfois de se soigner. Nous souhaitons, et nous nous donnons les moyens, d'un retour le plus rapide possible à la normale pour les Françaises et les Français. Donc il y a des situations de blocage en cours, on va débloquer tout ce qui doit l'être et on va accompagner le retour à la normale. Pourtant, à 10 jours des vacances, la situation n'a pas l'air de se débloquer, bien au contraire. 6 raffineries et dépôts des groupes Esso et Total sont toujours en grève. Depuis ce matin, une nouvelle raffinerie a même rejoint le mouvement social. Le site de Donge, en Loire-Atlantique. Son blocage pourrait bien accentuer la crise des carburants dans le sud-ouest, jusque-là plutôt épargnée. Sur les plateaux télé, le sujet enflamme et divise la classe politique. À gauche, Sandrine Rousseau espère un embrasement du mouvement. On dit depuis maintenant des années que les mouvements sociaux ne servent à rien. Ben là, on s'aperçoit que ça sert à quelque chose. Moi, j'espère que ce sera l'étincelle qui déclenchera un mouvement de grève générale. Parce que là, la colère dans le pays est telle que je pense qu'il y a vraiment matière à bloquer et à changer les politiques libérales qui sont mises en place par le gouvernement. À droite, Xavier Bertrand considère que le gouvernement devrait aller plus loin, comme en 2010. On doit sortir de cette chienlit dans le pays aujourd'hui. Si on veut sortir de tout cela, parce que ça va pas se faire non plus en 24 heures, il faut clairement que les dépôts Total, que les raffineries Total soient libérées. Et c'est pas impossible de le faire.
En 2010, nous l'avions fait. Parce qu'à l'époque, on avait eu le même coup de la part de la CGT au moment de la réforme des retraites, où ils avaient voulu bloquer le pays. Et le gouvernement de François Fillon et Nicolas Sarkozy avait décidé d'engager cette voie de réquisition. C'est comme ça que ça s'est libéré. Dans toute la France, 2479 stations-service sont en pénurie totale, 1552 en rupture partielle. Relancer la production pourrait prendre jusqu'à 10 jours, une éternité pour les Français, toujours confrontés à d'interminables files d'attente dans les stations-service, comme ici, dans le 12e arrondissement de Marseille, où la tension monte. Nous, on attend, on fait la queue, et les gens, ils viennent de l'autre côté, comme le monsieur, là, vous voyez, il dépasse tout le monde. Poussés à bout, certains conducteurs en viennent même aux mains. Messieurs, dames, arrêtez, c'est bon. Ça, pour qui, là? Vous vous arrêtez, là. En soutien aux grévistes des raffineries, la CGT a décidé d'étendre sa grève au secteur du nucléaire. La maintenance de 5 réacteurs est actuellement à l'arrêt, pour une durée indéterminée. Zoom sur le monde, que se passe-t-il dans le monde? La Russie conscience une spectaculaire ligne de Maginot. Écoutons un dossier spécial à l'émission sur LCI. Le futur de cette guerre qui se dessine sans doute, peut-être, mais vous allez le dire, qui se dessine sous nos yeux. Parce que les images que nous allons découvrir sont passées relativement inaperçues. On les a pas beaucoup commentées, les images tournées ces dernières heures, ces derniers jours, et qui nous montrent comment, semble-t-il, la Russie veut imposer sa guerre de position. La Russie veut imposer une forme de guerre. Elle tire les leçons de ce qu'ont été ses déroutes depuis 6 semaines et elle en tire la conclusion qu'il lui faut d'urgence stopper la contre-offensive ukrainienne et instaurer une guerre de position, construire un mur infranchissable, si possible, pour stopper ces contre-offensives ukrainiennes, au moins pendant l'hiver, sans doute, et tenter de reconstituer du coup son armée à partir de cette mobilisation partielle si laborieuse, on l'a largement commenté ces dernières semaines. Ce serait ça la stratégie prioritaire, bien sûr, bien plus sans doute que l'utilisation de l'arme nucléaire, par exemple, qu'on évoque beaucoup, encore que, en dernier recours, on n'a jamais de certitude, et ici aussi on l'a souvent commenté. Alors vous nous direz si vous partagez cette idée. Découvrons d'abord ce qui est en train de se passer pas très loin du front pour empêcher cette contre-offensive ukrainienne de se poursuivre. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc la Russie est en train de bâtir, d'ériger une immense barrière. Et oui, ces images que vous découvrez ont été tournées, semble-t-il, par un drone, et sans doute un drone russe. Que dévoile-t-elle ? Eh bien, nous sommes dans l'est de l'Ukraine, tout près de Lysychansk et Severodonetsk, dans cette même zone où les avancées ukrainiennes ont été les plus importantes depuis 1 mois. On découvre sur de très grandes étendues ces lignes foncées qui balafrent les champs. Ce sont des tranchées creusées dans le sol par des foreuses spéciales amenées sur place comme celle-ci. C'est un énorme travail. Il y a, regardez, plusieurs de ces tranchées alignées en parallèle, des tranchées qui feraient à vue d'œil entre 1,50 m et 2 mètres de profondeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont séparées par ce qui ressemble, regardez, à de petites pyramides grises. Eh bien, ces pyramides grises, ce sont ce qu'on appelle des dents de dragon. Ça a l'air petit vu du ciel, mais regardez par rapport à ce camion, c'est en fait relativement imposant. Ces dents de dragon, ce sont des blocs de béton de plusieurs tonnes. Alors à quoi servent-ils ? Évidemment, à arrêter les chars et les blindés, à les empêcher de progresser sur un champ dégagé. Et vous l'avez vu, nous sommes en l'occurrence sur de grandes plaines. Ces dents de dragon, ça rappelle très exactement ce qui était utilisé sur les lignes de fortification lors de la Seconde Guerre mondiale. Ici, par exemple, on en voit des vestiges que l'on trouve aujourd'hui encore en Pologne. Est-ce que les Russes creusent ou... Et voilà, c'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Comme d'hab, la production est signée de Prod, réalisation Télébeltor pour le cœur de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page, Erlich Torella sur Boston, la capitale des grandes universités du monde. Température pour ce aujourd'hui, Boston 66 degrés Fahrenheit, 19 degrés Celsius, Jacmel 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Janelle, bonsoir aux bands, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Compagnie de la radio, bonsoir, à demain. C'était
la page internationale avec Erlich Dorelas.